Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. J'étais à l'heure aujourd'hui. Mais oui, je vois ça, bravo. Voilà. Séverine Ferrer, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Bah oui, c'est un plaisir d'être là. Mais elle ne change pas, Séverine Ferrer. Vous allez nous raconter ce que vous faites, ce que vous devenez. Vous êtes sur scène et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. On va en parler avec la voix des femmes. Vous êtes en tournée un petit peu partout en France. Évidemment, vous êtes identifié à l'émission Fan 2. Ça me colle à la peau. Voilà, ça vous colle à la peau. Mais vous avez tourné la page il y a un petit moment maintenant quand même. Et puis on va parler de cette actualité. Connectez-vous sur YouTube et sur Facebook parce que c'est vrai, moi, nous on s'est jamais rencontrés en vrai. Non. C'est vrai que j'ai l'impression de vous rencontrer à l'époque de Fan 2. Oui. Vraiment pas changé. Et même en vrai, parce que parfois on dit à la télé, machin. Non, il y a plus de 800 000 abonnés bientôt sur notre compte YouTube. Alors n'hésitez pas. Et puis abonnez-vous pour voir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Alors Gilles, le zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Alors Séverine, vous qui avez vécu à l'île de la Réunion, ça a été, vous avez été Miss île de la Réunion. Mini-Miss de la Réunion. C'est à moins de 2 heures de vol de Mayotte. Oui. Donc vous devez bien aussi connaître cette île et être sensible à ce qui se passe là-bas. On pourra en parler après. La Réunion est donc hier sur Mayotte Première. Et oui, je zappé en fonction de nos invités, bien sûr. Et oui, j'ai zappé sur Mayotte Première et ils étaient en train de filmer les expulsions et les destruction des maisons qui continuent. La détresse de cette femme en pleurs ne fait pas le poids face à la puissance des pelleteuses. Garant de l'état de droit, le préfet tenait à inviter la presse à la démolition de ces habitations illégales. Case officiellement non occupée, ce que dément la famille Atoumani Nkolo. Là, aujourd'hui, il n'y avait personne. Parce que la dernière fois, quand ils sont venus, au mois de décembre, en fait, ils avaient démoli le banga qui était là déjà. Ils ont démoli et mes frères, en fait, ils avaient mis des poteaux pour leur garage. Ils ont tout enlevé. Ils se retrouvent là, ils avaient leur projet. Mon père aussi, il avait son projet. Là, on a tout arrêté à cause de ça. Quel regard vous avez sur ce qui se passe à Mayotte ? C'est terrible, et pas qu'à Mayotte d'ailleurs, puisque beaucoup viennent aussi à La Réunion et dans des conditions terribles, terrifiantes, et ce sont des familles entières, donc forcément nous on est très sensibles à ça, et ce qui est terrible c'est que nous ne pouvons pas faire grand chose, c'est ça le problème. C'est-à-dire je pense, ça fait un moment que j'ai quitté La Réunion, mais je sais que beaucoup essaient de récupérer un maximum de familles, d'accueillir un maximum de familles, mais c'est très difficile parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a le même souci de l'immigration comorienne en Réunion ? Il y en a, ça arrive, oui, de plus en plus. Est-ce que quand on est à La Réunion et que vous voyez la métropole, vous vous sentez français ou pas ? Je me suis toujours posé la question, quel regard vous vous posez sur la France ? Vous vous sentez extérieur à la France ou Alors pas La Réunion du tout. À La Réunion, on se sent vraiment français, mais c'est vrai que pour être allé à Mayotte, il y a quand même une différence, je trouve. C'est-à-dire que pour le coup, c'est encore plus petit Mayotte, évidemment. Mais de ce que vous disent, en tout cas les habitants, ils vous disent que ils se sentent moins français. Alors je parle pas du tout, je n'y suis pas, mais c'est vrai qu'en dialoguant avec eux, puisque j'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois au moment où je faisais des émissions autour de la protection de l'environnement, et ce qu'on me disait, c'est que oui, ils se sentaient un peu exclus. Mais là-bas, vous avez été TF1, France 2, M6. Il y a toutes les chaînes. Il y a toutes les chaînes maintenant. À l'époque, à mon époque, il y en avait que 2 ou 3 ou non, il y en avait que 2 même. Vous y retournez de temps en temps ? Très peu. J'y suis allée juste avant le confinement où j'ai fait découvrir ma magnifique île à mes enfants, puisque le petit dernier ne connaissait pas encore l'île de la Réunion. Mais j'y vais que très peu ou rarement pour travailler de temps en temps. Quel âge ont vos enfants ? Alors le grand a 23 ans, le deuxième va avoir 16 ans et le troisième va avoir 7 ans. Ah ouais, c'est avec le même papa. Je préfère préciser, il paraît que c'est mission. Et alors, il paraît qu'il y en a un qui vous ressemble, qui est votre sosie. Incroyable, je l'ai vu. J'ai vu ça sur les réseaux. Oui, j'en ai un à moi en fait. C'est celui qu'on a vu chez Laurent Ruquier. Exact. Dans la vidéo, chez Laurent Ruquier, puis chez 50 Minutes Inside, parce que maintenant il est en âge de comprendre et je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de le faire avec moi. Et puis il tourne beaucoup, donc il est comédien. Il est comédien et il est très doué. Ce n'est pas parce que c'est mon fils. Et puis il est arrivé tout seul.
Tout seul, sans sa maman. J'ai jamais dit que c'était mon fils. Ouais. Et aujourd'hui, il est en âge de comprendre. Il m'a dit, oh maman, j'ai envie de le faire avec toi. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu. Ils ont regardé des fans d'eux ou pas? Ils vous ont vu? C'était une autre époque. Mais... Alors, ils auraient préféré que ça se passe aujourd'hui. Bah oui. Les Saligots, quand même. C'est vache, les enfants. C'est dur. Ils me disent, oh, mais tu te rends compte, on aurait été invités partout et voilà, tout, ça aurait été super. On aurait vu toutes les stars, on va en parler tout à l'heure. Il y a une semaine, Valérie, enfin, il y a un petit peu plus d'une semaine, deux fois je fais du réchauffé. Ça a chauffé justement à l'Assemblée nationale où la députée NUPES Sandra Rigol, je ne sais pas si vous avez vu, a tenté de jouer la maline. Et évidemment, ça n'a pas marché avec Yael Braun-Pivet. La séquence est savoureuse. Je croyais qu'il fallait pas interrompre les intervenants, mais apparemment c'est autorisé pour le ministre. C'est moi qui dirige cette séance, ma chère collègue, donc je vous remercie de poursuivre. Oui, vous la dirigez, mais j'ai le droit aussi de faire remarquer des choses comme vous ne le faites pas, Madame la Présidente. Écoutez, vous n'avez pas à remettre en cause ma présidence, donc ne me dites pas comme vous ne le faites pas. En cause. C'est amusant, on y reviendra plus tard, Madame la Présidente, mais je vais quand même continuer mon propos, puisqu'apparemment c'est pour ça qu'on vous a donné la parole, et Madame. Le ministre, il semblerait que je n'ai pas le droit de m'exprimer, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. Donc, ça va, tout le monde est défoulé, je peux y aller, merci. Bon, écoutez, votre temps est écoulé, ma chère collègue, les 2 minutes sont passées. Et bim. Mais Sandra Rigol, elle venait ici à une époque et elle faisait ça systématiquement. Elle disait, vous me laissez pas terminer, je ne me coupez pas la parole. Exactement la même chose, j'ai l'impression de l'avoir sur le plateau. C'est rigolo. Ouais. On reste dans les invectives et vous connaissez tout le monde, vous m'impressionnez. Et on reste dans les invectives et le débat avec Charles Consigny qui faisait face. Alors, la séquence était lunaire hier sur BFM avec Stanislas Guérini qui expliquait que tout allait bien, que l'inflation était en train de reculer, que tous les signes étaient au vert. Du coup, l'avocat ironisait sur BFM, l'avocat Charles Consigny. On doit apporter des réponses à la question de l'inflation. Elle est en train de décélérer. Elle est, voilà encore un fait, la plus faible d'Europe. Mais elle reste l'inflation en France. Elle reste bien sûr. Importante. Mais d'ailleurs, les gens se sont chauffés pour pas cher. Il n'y a eu aucun stress sur l'électricité. Et là, ils font leurs courses. Merci Maxime Soutek de le rappeler. Il n'y a pas un pays en Europe qui a pris les mesures que nous avons prises pour justement protéger les Français. Les Français se baladent dans les supermarchés puis ils remplissent leur caddie de tout ce qu'ils trouvent et ça cartonne. D'ailleurs, les salaires augmentent. Pardon, c'est un discours... Mais les gens rajeunissent même d'ailleurs. Okay, non, super. Comment ça se passe les morts ressuscitent. Non mais il faut créer une religion à ce stade. C'était très drôle. Vous aviez vu la séquence? Je l'ai vu en direct, oui. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Mais en fait, on a l'impression... Alors moi, je suis en promo en ce moment, donc j'ai raté beaucoup d'épisodes. Et j'ai l'impression que ce n'est que du fight, que de la bagarre à chaque fois. Le buzz. Vous regardez la télé? Vous la regardez? J'adore la télé. Alors ces derniers temps, un petit peu moins, parce que je vous avoue que maintenant, dès qu'on allume notre téléviseur, on voit des choses horribles. Et je vous avoue que ça nous mine un petit peu quand même. Donc j'évite dans la mesure du possible. Mais sinon, je passe ma vie... Qu'est-ce que vous regardez? Alors je dois être malade. Je regarde les chaînes d'infos en boucle à longueur de journée. C'est un paradoxe. Vous dites que vous n'aimez pas. Non mais c'est pour ça que je suis en train de me calmer parce que du coup c'est autant. C'est angoissant si vous regardez. Non en fait c'est plus un fond sonore. J'ai besoin d'une présence. Mais sinon je zappe beaucoup. Oui. Et les séries? Et les séries, j'adore. Mais j'aime bien, sauf que le problème, c'est que je deviens complètement addict. Et du coup, j'arrête tout. Vous ne pouvez pas décrocher. Et je n'arrive pas à décrocher. Vous n'êtes pas dans la sorcière de Mazinger. Il y a Mazinger ce soir. Écoutez, si j'y étais, je n'aurais pas le droit d'en parler. Mais j'adorerais faire ce programme. C'est vrai? Ah, ça m'éclaterait. On vous cite souvent. Hein. C'est vrai? Vous n'avez jamais vu qu'on vous citait souvent? Non. Ouais, souvent vous êtes dans les ça pourrait peut-être leur donner des idées. Amis de TF1, Séverine adorerait le faire. Parce qu'en plus, pour me trouver, mais ils galéreraient à une... Mais ce serait compliqué, parce que j'ai fait 1000 choses, je chante... Je dis pas que je chante très très bien, mais je m'en sors. Et ça pourrait être un bon sujet. Et on vous a pas proposé Danser avec les stars? Pareil, j'aurais adoré. Et en fait, voilà, j'ai commencé la danse à 4 ans, ils m'ont jamais appelé. Ben tant pis. TF1. Décidément. On vous donne, il y a que nous, on vous donne l'info. Séverine Ferrer serait candidate. C'est un bon parce que la plupart des gens disent non, ça m'intéresserait pas. Mais c'est vrai que ce serait rigolo. Ah non, mais j'ai fait de la danse depuis l'âge de 4 ans. Vous imaginez, c'est plus le challenge, le défi. Qui m'intéresse. Valérie prend 10%. Hein, voilà. Mais avec grand plaisir. Alors là, excellent agent. Je peux vous dire, mais elle prend 10%, c'est le minimum. De plus en plus de scandales. Alors, on va arrêter de rire avec des choses sordides avec les influenceurs. Le dernier en date est Dylan Thierry qui a tout
simplement, c'est un escroc, hein, qui a tenté évidemment de faire du trafic de bébés et de prostituer des filles et dire, vous savez combien il y a de followers sur Instagram ? Non. 1,6 million. 1,6 million de followers. Et voilà ce qu'est le personnage. Hier, c'est à vous à passer un dialogue qui a été enregistré où il essaye de mettre en place un système de prostitution sur Mime. Dylan Thierry, dans ce que vous allez entendre, parle de Mime. C'est un réseau social d'échange de contenu à caractère parfois érotique ou pornographique. La on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt de la machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000. Que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça ne sera pas sur mes réseaux sociaux, mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois, c'est abusé. Eh oui, le trafic, c'est horrible. Hein, les réseaux sociaux, c'est un et de dire, moi je prends 60 000, on donne 20%. Mais vous avez vu comment on parle de la femme, c'est un bout de viande, c'est moins que rien. Je pense qu'il va être rattrapé par la police incessamment sous peu, ce garçon. Oui, et puis sur les enfants également. Il était montré, j'ai vu hier dans cet avou, où il raconte qu'il part avec le passeport de l'enfant d'un de ses amis qui est soit noir, soit métis. Il va à Madagascar et il repart avec un enfant qu'il revend. Alors après, je sais pas comment ça se passe sur des... Mais c'est monstrueux, c'est absolument monstrueux. Mais se pose la question de le laisser sur Instagram avec une visibilité d'1,6 million. Se pose la question de ce qui se passe sur Mime et sur ces différents réseaux où on laisserait pas ces choses-là se passer dans la vie réelle, on va dire. Et puis toutes ces femmes qui sont obligées d'être devant des caméras, qui est la nouvelle prostitution. Et on a l'impression que c'est pas de la prostitution, mais comme vous le disiez, on utilise un bout de chair, et c'est pas parce qu'on est derrière un écran que la femme n'est pas exploitée. On vient de comprendre que elle ne touchait rien et qu'il y avait encore des proxénètes dans ce pays. Il aurait pu être dans une séquence de Fan 2, le président sud-coréen, c'est très drôle, qui s'appelle Yoon Suk Yeol, qui était en visite à la Maison Blanche, et il a poussé la chansonnette. Voilà. Chante bien. C'est pas si mal. Mais il est fan de karaoké. J'ai entendu un reportage. Il avait dans une émission de télévision d'ailleurs entamé un karaoké. Et hier c'était à la Maison Blanche. Voilà. Vous n'avez pas vu cette séquence qui n'était pas très radiophonique de Joe Biden à qui on dit: vous allez vous mettre derrière le pupitre. C'est tellement drôle. Il passe devant le pupitre. Je l'ai pas vu. Et il se retrouve au bout de la scène. On est un peu inquiet. Hein. Il dit qu'il peut aller jusqu'à 87 ans. Le deuxième mandat, on y croit moyen. Allez, on se retrouve dans un instant avec Séverine Ferrer pour parler d'un spectacle important et passionnant. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Séverine Ferrer, fan 2, évidemment, c'est la référence. Quand on dit Séverine Ferrer, on pense tout de suite à fan 2. Aujourd'hui, vous êtes sur scène, vous êtes engagé dans un projet ambitieux, une tournée partout en France. Il y aura Lille le 14 mai, Laval le 21, Rennes le 23. Vous êtes plutôt dans la région nord-ouest. Et donc, c'est un spectacle, vous montez sur scène, La Voix des femmes. La Voix VOIE. La Voix VOIE, évidemment. Racontez-nous un petit peu ce que c'est, comment vous avez eu ce déclic, en fait, et qu'est-ce qui s'est passé Alors, qu'est-ce qu'est ce spectacle, déjà ? Alors, ce spectacle, ce sont 45 témoignages de femmes, toutes connues et respectées dans leur secteur d'activité, donc des comédiennes, des journalistes, des chanteuses, et pas que, des avocates, des chefs d'entreprise. Et j'ai demandé à toutes ces femmes de témoigner pour la première fois et de raconter leur histoire. Ce ne sont que des histoires vraies. Donc elles ont eu carte blanche, elles ont pu écrire avec leurs mots, avec leurs tripes, avec leur cœur. Et justement, donc nous avons fait une sélection sur cette première session de tournée de quelques textes. On n'a pas pu tous les mettre, bien évidemment, mais le but est aussi d'avoir un turnover de comédiennes pour que ces 45 femmes à un moment puissent être sur scène. Et c'est vrai que le déclic, ça a été tout simplement. Alors moi, j'ai eu cette grande chance de faire les monologues du vagin il y a très longtemps, et on se sentait vraiment investi d'une mission, et les échanges qu'on pouvait avoir avec les hommes et les femmes après les représentations étaient tellement
constructif et il faisait bouger les lignes. Et c'est vrai que quand les monologues se sont arrêtés, moi j'avais ce projet en tête et est arrivé le mouvement MeToo. Donc très peu d'entre nous ont osé, il faut le dire, témoigner à ce moment-là, justement à cause de ces réseaux sociaux, de l'explosion de ces réseaux sociaux, parce qu'on n'avait pas envie d'être jeté en pâture. Et quand on tape notre nom sur Google, le premier truc qui apparaît, c'est ces histoires-là. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui subissent des choses et elles n'osent pas parler, toujours à notre époque. Bien sûr, mais et plus que jamais, bien évidemment, c'est aussi parce que c'est compliqué à gérer, c'est ça ? C'est encore compliqué, la parole est encore difficile, les langues ont du mal à se délier, et puis comme je vous dis, les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Alors oui, forcément, certaines personnes osent prendre la parole via les réseaux sociaux, mais d'autres n'osent pas parce qu'elles n'ont pas envie d'éclabousser leur famille, leurs proches, leurs enfants, etc. Et c'est vrai que nous, ce mouvement MeToo, on l'a suivi de très près, bien évidemment, d'un commun accord. On s'est toutes dit, c'est pas le moment d'y aller, on se sentait pas prête. Et puis est arrivé ce fameux confinement et cette pandémie complètement inédite qui nous est tombée dessus. Et ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, c'est de recevoir, alors, les réseaux sociaux ne sont pas que mauvais. La preuve, c'est qu'on a reçu énormément de messages de ces femmes qui nous confiaient leurs déboires. Alors, il n'y avait pas que des femmes battues ou victimes de violences conjugales. Il y avait aussi des étudiantes qui nous parlaient de cet avenir incertain, qu'elles nous aimaient bien et qu'elles avaient envie qu'on les aide. Et finalement, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'ai appelé toutes mes copines pour savoir si elles avaient des messages similaires. Elles m'ont dit, mais Séverine, il est en train de se passer quelque chose. On doit agir. Alors, et c'est à partir de ce moment-là qu'est née la voix des femmes. En préparant l'émission, je suis tombée sur une interview où vous dites je ne suis pas féministe. Non. C'est un gros mot pour vous, féministe ? Mais non, parce qu'en fait, je trouve que maintenant, féministe, c'est vraiment quelque part un peu c'est tendance. On met toutes les. Enfin, alors il y a plusieurs degrés de féminisme, j'ai envie de vous dire. Moi, je suis juste fière d'être femme. Et c'est un peu ce que disait Simone Veil, en fait. Elle disait, moi, je suis féministe parce que j'ai envie d'expliquer aux femmes qu'elles ont leur vie et qu'elles peuvent à tout moment reprendre les rênes de leur vie. Mais je trouve ça grave de dire je ne suis pas féministe aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un gros mot. C'est-à-dire que c'est devenu péjoratif de dire je suis féministe, alors qu'il y a des femmes comme Elisabeth Badinter qui ont exactement, porté bien sûr. Aujourd'hui, Caroline Fourest, qui pour moi est celle qui correspond le plus. Mais dire je ne suis pas féministe, ça m'a fait mal en lisant ça. Je ne suis pas féministe dans le sens extrême du terme. Oui, mais c'est ça. Pardon ? Dans le côté wokiste. Voilà, enfin, c'est-à-dire que pour le coup, maintenant, on dit que les féministes, voilà, c'est toutes ces femmes, le point levé, etc. Évidemment, nous sommes fiers d'être femmes, et moi, c'est. Ouais. Et d'ailleurs, on est toutes dans cet esprit-là, c'est-à-dire que nous, pour le coup, c'est assez dérangeant à chaque fois que, par exemple, c'est marqué dans des interviews, porte-parole féministe. En fait, non, je ne pense pas être un porte-parole féministe. Je suis juste une femme qui agit pour les autres femmes. Et je pense ça aussi être féministe, c'est ça. Mais c'est une forme de. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs degrés de féminisme. Moi, je suis juste fière d'être femme et évidemment féministe au fond de moi, bien évidemment. Bah oui, puisque le spectacle, la portée du spectacle. Évidemment, je ne ferais pas ce genre d'action et nous ne ferions pas ce genre d'action. Quel texte vous a le plus touché ? Quelle histoire vous a le plus... Je vais vous dire, il y a tellement de textes. Alors, je crois que ce qui m'a le plus touché, c'est de connaître toutes ces femmes que j'aime, que j'admire et qui m'ont fait confiance sur ce projet que je connais bien. On se connaît, on se parle, on connaît les histoires des unes et des autres. Et ce qui m'a le plus touché, c'est forcément mes copines qui m'ont dit, écoute, je vais écrire un texte et c'est carrément une autre histoire et quelque chose qu'elle n'avait encore jamais confié. Ouais. Et quand je me suis dit, mince, ça lui est arrivé à elle. En fait, c'est quelque chose mais qu'elle n'a jamais divulgué, qu'elle a gardé au fond d'elle. Et aujourd'hui, elles se sentent prêtes vraiment à partager, à échanger ces histoires pour que ça n'arrive plus à d'autres. Mais justement, vous disiez, les textes sont mélangés. Ce ne sont pas celles qui disent les textes qui sont forcément l'auteur. Est-ce que c'est pas plus fort si elles avaient elles-mêmes dit leur texte? Alors certaines. Quelle est la raison? C'est de ne pas vouloir, encore une fois, dire exactement ce qui s'est passé? C'est ça. Alors certaines, en fait, d'entre elles, comme Nathalie Marquet-Pernot a déjà parlé de son cancer et Nora Malagré de l'endométriose, Tonia Kiesinger qui a parlé de la perte d'un enfant mais qui n'avait encore jamais abordé le sujet pour de vrai, et ça a mis du temps puisqu'elle ne voulait pas le faire au début, et puis aujourd'hui elle m'a dit, depuis quelques jours, elle me dit j'ai envie d'assumer mon texte. Et il y a des femmes comme moi, on est beaucoup, qui avions envie de témoigner, mais c'est une mise à nu, ça a été un vrai exercice thérapeutique pour nous toutes, et on est encore trop fragile, trop fébrile à l'idée de défendre nos textes, on préfère rester dans l'anonymat. Et alors ce qui est génial et ce qui est très puissant, c'est qu'on se prête les textes, donc le spectateur ne sait pas à qui appartient quelle histoire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on a certains proches viennent nous voir et ils nous disent je suis sûre que ton histoire c'est celle-là et c'est celle-là, ils se trompent à tous les coups. Et ce qu'on a voulu, c'est que le spectacle change en fonction des distribs et les textes changent en fonction des distribs, parce qu'il était très important. Exactement, il était très important pour nous que le spectateur et les spectatrices puissent se rendre compte que parmi ces 5 femmes, ces 5 comédiennes qui sont sur scène, il y a forcément
forcément son histoire qui a été entendue. Alors, il y a des femmes très différentes. Je vois un auditeur qui dit, est-ce qu'il y a des anonymes? Il y a des chefs d'entreprise. Il y a une femme, Auriga Robert, qui est caméraman. Exactement, journaliste. Sherifa Luna. Vous avez des Audrey Huvelin-Pigot, qui est mère de famille. Donc, c'est un mélange d'artistes. Il y a Anne Gravoin, violoniste. C'est un panel très, très, très varié de femmes d'horizons très différents. Et c'est vrai avec des vécus très différents. Des vécus très différents. Alors, il y a toutes les problématiques de femmes qui sont évidemment abordées. Donc, ça peut aller du handicap, des violences, du harcèlement. Il y a des choses douloureuses, mais pas que. Je vous rassure, il y a aussi des choses très, très drôles sur la ménopause, sur la maternité, sur la sexualité, les femmes au volant. Et on pense à Laurence, évidemment. Absolument. Et vraiment, j'ai voulu que toutes les problématiques de femmes soient abordées, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Et pour le coup, ce spectacle, c'est un merveilleux hymne à la femme, mais pas que, mais aussi une très très belle déclaration à l'homme, parce que sans vous, nous ne serions rien, et vice-versa. Et c'est vrai qu'il y a aussi des tas d'hommes qui agissent pour la cause des femmes, et c'est un travail où on avance main dans la main. Et c'était très, très important aussi qu'il s'adresse aux hommes. Vous aimeriez revenir à la télé? C'était ma question, vous revenez quand en télé? Eh bien, franchement, j'ai envie de vous dire que depuis peu, ça commence à me retitiller. Vous aimeriez faire quoi? Alors, je vais vous dire, c'est vrai que j'aime interviewer les gens. C'est vrai que j'ai une grande passion pour l'être humain en général. Et alors moi, j'aurais adoré faire un froufrou ou une émission comme celle-là, ou une émission comme Pascal Clark, enfin toutes ces émissions où on met en avant les êtres humains avant les artistes. Et j'aime bien, moi, justement, c'est ce que j'avais fait dans Fan 2, justement, d'essayer de mettre en exergue l'artiste, l'homme avant l'artiste ou la femme avant l'artiste. Et j'avoue que les interviews me retitillent un peu. Chroniqueuse, on ne touche pas à mon poste? Non, il ne l'a pas proposé. Vous le feriez? On va pas en parler. Pourquoi? Parce que j'en ai déjà longuement parlé et je n'ai plus envie d'en parler. D'accord. Non, je ne suis pas sûre que ce soit... Alors, j'adorerais être chroniqueuse, c'est pas le problème, mais je préfère être seule à bord. D'accord. Oui, diriger le Moi, j'aime bien navire. être seule dans mon navire. Vous dites pas que quand vous avez fait une erreur en quittant Fan 2 pour aller vers le cinéma et autres? Ah, pas du tout. Alors là, je ne regrette rien. Ouais. Jamais de regrets, jamais de remords. Et ce spectacle, La Voix des femmes, donc série de témoignages qui sont délivrés par des femmes différentes sur des textes des unes et des autres qui aident à entendre une parole de femme qu'on n'entend pas forcément sur tous les sujets qui concernent les femmes. Et c'est un petit peu partout en France. On espère que vous trouverez une salle à Paris. Là aussi, bien, j'espère aussi. Et je voulais juste ajouter que les droits d'auteur des textes, les filles les offrent et ont cédé leurs droits à des associations qui œuvrent pour les femmes. Et un livre? On y pense. Un podcast? On y pense aussi. Eh ben voilà. On donne l'argent avec Valérie. Voilà, Lille, Saint-Malo, Laval, Nantes, Lorient, Tours, Dijon, Le Havre, Le Mans. Allez dans ces villes pour aller voir Séverine Ferrer. La voix VOIE des femmes. Merci à vous. Merci Séverine Ferrer. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bon week-end. Et nous, on sera là lundi. C'est 1er mai, mais on sera là. Avec un best-of. Très bon week-end. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.